demande donc qu'on organise le débat de la façon suivante. Vous posez vos questions et vos recommandations par écrit sur les petites feuilles qui vont vous être distribuées maintenant. Les questions ou les recommandations doivent être courtes et précises, s'il vous plaît, et elles seront traitées dans l'ordre de réception. Alors, si vous souhaitez intervenir oralement, vous allez vous inscrire sur une liste des intervenants au débat et le temps de parole ne dépassera pas 3 minutes. Nassar, c'est bon comme ça, c'est clair. On leur distribue, ceux qui veulent intervenir oralement doivent s'inscrire sur la liste. Elle est distribuée, la liste. OK. Alors, dernier point, si quelqu'un souhaite apporter un commentaire ou une réponse à des questions posées, il doit obligatoirement s'inscrire en précisant le commentaire sur tel ou tel exposé. Merci. Alors, donc, on prend 3 ou 4 minutes pour pouvoir organiser le débat. Je vais te les donner. Je vais te les donner, les 8 secondes. Non, c'est parce qu'il y a c'est pour le débat, c'est bon d'avoir un feedback. Je suis désolé, donc, mais... D'accord. Alors, est-ce que le dispositif est en place, Nassar? C'est bon. Mais c'est bon d'avoir rappelé pour Boussouf. C'est important. Il s'intéressait. C'est un visionnaire. Il est parti trop tôt. Voilà ton invité là-bas. Kusner. Ton invité là. Ah, il est là-bas au fond. C'est bon. Alors, donc, en attendant peut-être que le dispositif soit en place, je vais donner les 2 secondes qui restaient à notre ami Ali. C'est une question ou c'est pour... Ah, d'accord. En fait, je voulais juste dire un mot sur l'utilisation de l'intelligence artificielle chez nous, en Algérie, par Monsieur Tout-le-Monde et par évidemment les spécialistes. C'est tout le monde a dû remarquer, mais on ne se rend pas compte forcément parce que ça va trop vite. L'IA générative génère. En fait, elle ne crée rien du tout. Il ne faut pas se leurrer non plus. Elle génère. Elle fait de la génération à partir de données, à partir d'informations qu'elle a. Et elle fait c'est pour ça qu'on l'appelle générative. Si elle faisait de la création, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Et donc, quand on a la tête dans le guidon, on a la tête devant son smartphone ou devant son laptop, très souvent, on oublie que d'abord c'est une machine, c'est l'ordinateur, ça peut être un ERP, ça peut être Wikipédia, ça peut être n'importe quelle information. C'est pas parce qu'on lui a donné le titre d'intelligence artificielle que du coup elle est intelligente, c'est pas vrai. Et donc le gros problème que nous avons chez nous et dans tous les pays qui ne sont pas à l'origine de la création de cette technologie, c'est qu'on oublie très très vite que c'est pas nous et que ça ne sert à rien de partir du principe qu'on peut la maîtriser. On ne maîtrise rien du tout. Donc, il est important de savoir que l'intelligence, les outils d'IA que nous avons ne sont pas faits pour nous. Donc, il y a ce qu'on appelle des biais. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été pensées par d'autres, pour d'autres, et que nous, on utilise parce que c'est tout ce que nous avons. Je vous demanderai tous de faire un essai, pas tout de suite, après, demandez à n'importe quel outil d'IA, soit ChatGPT, soit Gemini, soit Perplexity, n'importe lequel, demandez-lui de vous dessiner une personne, un étudiant, algérien par exemple, qui écrit une note avec la main gauche. Il écrit une note avec la main gauche. Ça va demander évidemment une image. Ben, vous allez voir le résultat. Vous pouvez passer toute la journée, le lendemain, une semaine. Le résultat que vous allez avoir, il va vous générer une image d'une personne qui va écrire une note avec la main droite. Pourquoi, d'après vous? Ça vient du fait, tout simplement,
que, vu qu'il fait de la génération, il part de toute l'information, toutes les images qu'il a autour de lui, c'est des milliards et des milliards, et dans toutes les images qu'il a autour de lui, la probabilité pour qu'il y ait des images qui écrivent avec la main gauche, elle est minime. Or, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le résultat, une fois que le travail qui passe par les différents filtres de tokens et autres, le résultat, c'est que vous allez trouver que c'est la main droite qui va être le plus utilisée. Donc, c'est celle-là que vous allez avoir comme résultat. Ça, c'est le biais. Je prends l'image pour que ce soit frappant. Et vous pouvez l'essayer. Mais extrapoler cela à toute l'information que vous allez obtenir à partir des outils IA que vous allez utiliser. Donc, il faut faire très, très attention d'une part, mais surtout, il faut qu'on travaille pour qu'on puisse avoir notre propre IA. Je sais, actuellement, au niveau le plus haut possible, nous sommes en train de travailler sur des LLM DZ, LLM algériens. Le Marwan Debah, par exemple, il est à Khalifa University, mais il est algérien, et il est président du conseil de IA en Algérie. Donc, il est en train de travailler sur les LLM DZ. Donc, il faudrait que nous, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, il y a des LLM qui sont open source, mais il faudrait que ça soit au plus haut niveau possible, c'est-à-dire au niveau le plus haut, pour que réellement ça puisse bouger, parce que sinon, on va continuer à utiliser des choses qui nous appartiennent. Très bien, merci. Là, donc, pas de frustration alors. Vous aussi, il n'y a pas eu de frustration sur les... OK. Très bien, donc on va ouvrir le débat. On commencera d'abord peut-être par les interventions de l'auditoire. Est-ce qu'il y a la liste? Nasser, quels sont ceux qui sont inscrits pour pouvoir prendre la parole? On va en prendre alors. Qui veut intervenir dans l'auditoire? Oui, bien sûr. Tiens la parole. On commence par Attar. Tfaddal. Tiens le micro. Et tu spécifies à qui tu t'adresses, comme ça. Merci. Merci aux conférenciers. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'y connais absolument rien à l'IA. Mais Abdelmajid Attar, membre du Club Énergie, vice-président du Club Énergie. Alors, ma question est la suivante. J'ai commencé à utiliser l'IA, mais j'y connais absolument rien. J'ai appris dans le temps. Alors, l'IA, elle peut m'aider à partir de données qui sont déjà disponibles dans les data centers. C'est bien ça. Ou encore celles que je lui fournis, ou encore les questions que je lui pose. Parce que je pose des questions. Bien. C'est très bien, c'est ce que je fais d'ailleurs maintenant. Or, je suis dans une situation où je dois évaluer une opportunité d'investissement ou prendre une décision importante pour me permettre de gagner un projet. Donc, et j'ai besoin de données complémentaires, mais j'ai aussi des données qui ne sont qu'à mon niveau. Et pour avoir la meilleure réponse de l'IA ou la meilleure aide, je dois l'alimenter aussi. Bien, je l'alimente. Mais je ne suis pas sûr que mon compétiteur, par exemple, là, mon voisin Ahmed, il est en compétition avec moi sur le même projet. Or, quand je vais donner mes données complémentaires, qu'est-ce qui me garantit que mon adversaire ou mon compétiteur n'aura pas accès aussi à ces données? Voilà ma question. C'est un problème de sécurité des données, de confidentialité. Les données que je donne, Néa, je voudrais que personne ne... Comment faire? Est-ce que c'est possible? Oui, là, voilà. C'est bon. Là, vous parlez des outils, les outils d'IA que vous utilisez, ChatGPT ou autre, je présume. Alors, tous les outils, pas au début, mais maintenant, tous les outils maintenant ont une option, ce qu'on appelle l'opt-out, où on interdit à l'outil qu'on utilise de garder nos données. Donc, vous pouvez lui dire de ne pas garder les données. Donc, d'avoir les données chez soi. Ça, c'est une opération que vous pouvez faire à votre niveau, mais qui n'est pas sûre à 100%. D'accord? Celle qui est sûre à 100%, c'est celle dont je crois que vous avez parlé tout à l'heure, où
Abdelrahman, c'est là où vous faites du edge computing, c'est-à-dire vous avez carrément votre base de données, votre logique, votre outil chez vous, à proximité. C'est ce qu'on appelle l'edge computing, qui est chez vous, avec un LLM que vous allez créer chez vous. Là, vous êtes sûr que personne d'autre ne va prendre vos données. Mais si vous utilisez ChatGPT et puis que vous dites, quand vous terminez, vous dites non, je ne veux pas partager, eh ben, vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas partagé. C'est absolument pas sûr. Donc là, c'est à vous de prendre en charge, avoir votre propre LLM chez vous, votre propre base de données chez vous. Ok. Oui, bien sûr. Je peux ajouter à ça, en fait... Hein? S'il vous plaît, vous suivez les réponses. Ça marche. Je peux juste ajouter quelque chose en plus, c'est que il y a en général, pour les applications comme ça, on télécharge les données, les paramètres dont j'ai parlé un peu de ça tout à l'heure. Et après, on les raffine, on fait son propre modèle, qu'on raffine, et à ce moment-là, ça vous appartient entièrement. Donc, c'est entièrement local. Ça, c'est faisable. Ça, c'est la façon la plus simple. Mais alors, ça demande quand même beaucoup plus de moyens. Hein. Il faut avoir ses propres machines, etc. Donc, c'est entièrement faisable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention orale? Très bien. Okay. Oh, personne d'autre? تفضل سي عبد النور تفضل. Notre pays est engagé dans Abdenour Keraman. Notre pays est engagé dans la réalisation d'un grand programme d'énergie solaire de 15 gigawatts à l'horizon 2030. C'est dans 3 ans, 2030. Et 30 35. Bon. Donc dans 10 ans. Mais c'est demain. Pour l'énergie, c'est demain. Et vous avez signalé l'importance et le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle pour la gestion des réseaux. C'est un terme, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, d'important. Aujourd'hui, il y a 1500 mégawatts en cours de réalisation, plus 500 qui existent, donc ça fera 2000. C'est un pourcentage assez faible, à peine 7-8%. Mais à terme, c'est un pourcentage important, puisqu'on vise à l'horizon 2035 40%, je crois, au moins 40% en énergie solaire. Quelle est la part aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce qu'on utilise effectivement l'intelligence artificielle dans le programme actuel? Et quelles sont les perspectives d'avenir? Allez, c'est toujours pour toi, je crois. Si. Je peux pas l'abréger, mais... Oui. Vas-y. C'est l'utilisation de l'IA. Bon, l'utilisation de l'IA, je pense que l'IA peut être utilisée partout. Maintenant, est-ce que ce que vous dites va être vrai en 2035? Je n'en sais rien. C'est pas mon métier. On est actuellement avec... Désolé, moi, au niveau de l'énergie, je suis incompétent. Je peux rien dire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ce que peut faire l'IA dans un cadre connu, comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler de l'énergie? Je ne sais pas. Je parle d'autres équations. L'autre équation, c'est l'utilisation d'énergie pour l'IA. Ça, c'est vraiment vital, en fait. Il y a un besoin absolument gigantesque d'énergie. J'ai parlé de l'exemple de la Chine, où ils avaient un retard, et ils se sont rendus compte, et ils ont utilisé le solaire pour rattraper le retard. Et maintenant, ils ont un excédent d'énergie. Ça, c'est très important. L'Algérie a un potentiel énorme dans le sud, et l'énergie peut être exportée en Europe. Depuis 50 ans, le potentiel. Elle existe, il faut le faire, oui. Ok. Tiens, je te passe ça. Ok. Alors, il y a donc une réponse complémentaire. Peut-être que ça va te... Oui, non, mais la situation. Je pense que pour se projeter
en 2035. Je pense qu'on a besoin de données actuelles, actualisées, de modèles de projection qu'on va pouvoir simuler et confronter avec des modèles qui sont préexistants et qui sont éventuellement fournis par l'intelligence artificielle. Pour vous dire, et donc ce travail-là, on peut le faire, mais en s'assurant, on peut le faire maintenant, en s'assurant qu'on a les bonnes équipes, en s'assurant qu'on a les bonnes données, qu'elles sont qualifiées, qu'elles sont propres, et en s'assurant de se protéger, comme vous le disiez, M. Attard, tout à l'heure, de ces simulations qu'elles ne doivent pas être réutilisées quelque part sur le cloud. Et donc, vous devez le faire sur votre propre environnement sécurisé. Mais c'est fort possible. C'est absolument... On peut le faire. Moi, je dis qu'on peut le faire, mais comme je suis pas un énergéticien, un acteur, mais je peux vous dire que c'est en cela que ça peut accélérer justement les prises de décision et de rendre visibles les contradictions, les problèmes et puis les biais éventuels. Juste, Monsieur Attard, je voudrais juste vous dire quelque chose. Évitez d'utiliser l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de faire des plans d'investissement. C'est pas sûr qu'ils sachent bien calculer. Vous pouvez faire un très bon, c'est quand même des langages linguistiques. Hein. C'est pas. Vous pouvez faire un très bon plan, un très bon business plan lorsque vous essayez de mettre des données. Il faudrait que vous ayez votre propre modèle sur lequel vous pouvez faire tourner des données qui proviennent de l'intelligence artificielle, pas l'inverse. Pas l'inverse. Très bien. Oui, tu as la parole. Tout de suite, oui. Salam alaikum. Shirgui Djem'i, membre du Club Énergie. Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter les trois orateurs auxquels j'adresse la présente question. En fait, c'est une question où on a relevé les bénéfices de l'IA. C'est connu, c'est les coûts opérationnels, l'automatisation, la maintenance, les gains, les facteurs de gain, productivité, parfois liés aux erreurs, on réduit les erreurs humaines, ainsi que les coûts liés aux défaillances matérielles. Mais la limite de l'IA, récemment, en décembre 2024, l'Agence internationale de l'énergie a tiré la sonnette d'alarme lors du congrès de décembre 2024 sur la voracité énergétique de l'IA, qui déclare que l'IA à elle seule représente entre 10 et 20% de la consommation électrique des data centers, ce qui est responsable de 1 à 3% des émissions mondiales de CO2. Ceci va entraîner une hausse de la consommation électrique, ce qui est en totale contradiction avec le programme des Nations Unies pour une neutralité carbone. Comment pourriez-vous définir cette péréquation? Par ailleurs, il y a un troisième point, c'est que nous allons directement vers un taux de chômage élevé dès lors où beaucoup de personnes vont perdre leur travail du fait de l'instauration de cette intelligence artificielle. Je vous remercie. Répondre à ça. En partie, oui. Bon, l'énergie, on en a tous parlé. Et il est clair que les data centers, il y en aura de plus en plus. Et surtout avec l'utilisation de l'IA telle qu'elle est en train d'être lancée. Hier, NVIDIA, qui est le fabricant des GPU dont nos camarades ont parlé, il est actuellement à 5 000 milliards de dollars de valorisation, de valo. Et c'est pas terminé. Or, la consommation, elle se fait à ce niveau-là d'électricité. N'empêche qu'on n'est qu'à 2% de la consommation mondiale. Les data centers ne sont qu'à 2%. Et il est prévu que d'ici 2035, on va être à 5%. Effectivement, ça va aller en augmentant. Mais il se trouve, et l'électronique est là et la technologie est là pour le montrer, et il se trouve que à chaque fois
qu'on augmente, ça s'est passé pour l'électronique, pour les puces en particulier, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, avec la loi de Moore, mais la loi de Moore, maintenant, elle est dépassée, maintenant on passe à une autre loi au niveau de l'IA. Et chaque fois que l'homme se trouve devant un problème, il trouve des solutions. Actuellement, tout le monde sait, au plus haut niveau, on est en train de traiter. Bah, évidemment, il y a les gros qui sont en train de le faire, tels que Elon Musk, tels que Meta, tels que Microsoft, qui sont en train de faire en sorte à ce qu'il y ait de moins en moins d'énergie de consommer, de façon à éviter tout cela. On est en train de construire un data center au pôle Nord pour justement utiliser le moins parce que ce qui consomme le plus, c'est aussi la climatisation. Hein. Ça peut aller jusqu'à 60%. Maintenant, le deuxième point, c'était... Non, mais ce point-là... Parce qu'on a tellement de questions, on va plus... Je suis obligé de gérer, malheureusement. Abdelaziz, tu veux intervenir ou tu veux que je lise la question que tu as posée? Très bien. Alors, très bien. Il y a une question qui a été posée par Abdelaziz Krissat sur le classement IA. Donc, il dit comment ça se fait, qu'est-ce qui explique que les Émirats et l'Arabie Saoudite sont en 2e et 3e position? D'accord. Ah ben, ils sont en 2e, 3e position simplement parce qu'ils pensent que c'est très important et ils ont de l'argent. Donc, en fait, ils ont investi énormément dans les puces Nvidia, tout ça. Et en fait, ce que j'ai montré tout à l'heure, là, c'était calculé en millions de H100, en gros. Et c'est simplement parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux ressources, c'est l'eau. Hein, il parlait tout à l'heure d'électricité, mais l'eau, je ne sais pas comment ils font dans ces pays-là, parce qu'il faut de l'eau qui n'est pas de l'eau de mer. On ne peut pas utiliser de mer. Pour les centres de données, c'est un problème, ça. Consommation d'eau. Très bien, donc c'est des ressources rares, donc il va falloir optimiser. Donc, ok. Donc il y a une autre question donc, de Smara Abdelzaq. Tfadl. Du MDN. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens à remercier les professeurs à ces interventions qui sont très riches. Ma question sera pour Dr Ali Kahlan. C'est au sujet des data centers et de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est vue comme une arme à double tranchant qui elle est énergivore et en même temps on peut utiliser l'intelligence artificielle pour économiser un peu de cette énergie. Qu'est-ce que vous en dites sur cette question? Merci beaucoup. En fait, on économise de l'énergie à tout point de vue. On économise de l'énergie en temps, on économise de l'énergie en temps aussi. On économise de l'énergie, évidemment, électrique, forcément, donc à tous les niveaux. Le problème, il faut savoir l'utiliser pour en optimiser aussi bien l'utilisation que le résultat. Tout est là-dedans. Parce que en fait, l'IA actuellement, c'est tout simplement de la programmation au sens informatique du terme, au codage. Maintenant, on dit codage. Sauf que c'est en langage humain, langage naturel. Donc, si on sait coder, si on sait parler à la machine, on est optimal, on est efficient, on va gagner du temps. Tant au point de vue de l'énergie qui va être consommée pour nous répondre, tant au point de vue du temps qu'on utilise nous-mêmes, tant au point de vue du temps pour avoir la réponse. Donc il va falloir, c'est pas quelque chose d'inné. On ne peut pas utiliser l'IA comme on utilise Google, par exemple. C'est pas possible, ça n'a pas de sens, parce que l'IA va beaucoup plus loin. Elle est Google, elle fait beaucoup plus que Google. Donc il va falloir savoir comment discuter avec elle, il va falloir savoir comment lui poser des questions, il va falloir savoir comment interpréter les réponses, il va falloir savoir comment itérer, faire des itérations. C'est la réponse qui vous est donnée, c'est pas tellement ce que vous voulez, et à ce moment-là, il va faire en sorte. En fait, le but de tout cela, il faut éviter justement d'avoir de mauvaises réponses. Et pour cela, il n'y a pas de miracle. Il faut une formation. Soit une formation que vous prenez vous-même direct, soit évidemment try and error, c'est-à-dire vous passez votre temps à essayer de trouver, c'est ce qu'on appelle le planting en fait, hein, c'est tout le planting. Donc tout est dans la façon d'utiliser. Il faut absolument passer
par une phase de formation, par une phase d'apprentissage. Sinon, on fait du ludique, on s'amuse. Voilà. Je demande des questions courtes et aussi des réponses courtes de notre part, pour aller vite. Tfadal, je crois qu'il y a 2 questions. Alors, j'ai 2 questions là. Nasser Abdelatif, Abdelatif, oui. La question, c'est en fait attendre de l'IA. Enfin, il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait un décalage entre les nantis et les démunis en matière de l'IA. Enfin, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas d'électricité ou qui a de. Ça, c'est un problème effectivement très compliqué. Il faut dire déjà qu'avoir accès à, disons, pouvoir poser des questions à GPT, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Hein. Il y a de l'énergie qui est consommée déjà rien qu'en posant la question. Et s'il y avait des milliers de personnes, c'est un miracle que ce soit gratis, moi je trouve. C'est un miracle parce que il y a de l'énergie consommée, il y a des paramètres qui sont là, qui sont stockés, qui ont été générés, qui ont coûté énormément d'argent. D'accord. Et donc maintenant, pour passer aux gens qui n'ont absolument rien, qui n'ont pas d'électricité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il faut faire en sorte qu'il y ait. C'est pour ça qu'il y a les gouvernements qui commencent à s'intéresser à ce genre de choses. Il y a un aspect de pouvoir gouverner, enfin gérer tout ça. C'est pas si simple. L'autre question, c'est comment peut-on prévoir la consommation d'énergie d'un data center? C'est très simple. C'est simplement les machines qu'il y a dedans. Vous avez les GPU sont là. On sait exactement ce qu'elles consomment. Et le maximum, il est dicté par les machines qu'il y a. Donc ça, c'est pas si compliqué que ça. Il peut y avoir un taux, donc il y a beaucoup de questions qui sont posées en même temps, évidemment. La consommation augmente, etc. Mais en fait, c'est défini par les calculs, les machines qu'il y a. Okay. Alors, pour aller vite, donc une autre question, donc là, une question a été posée donc sur Bogran Nariman, qui dit donc qui s'interroge sur la qualité, c'est bien ça, hein, sur la qualité de la collecte des données en Algérie. C'est-à-dire, est-ce que finalement on est dans les standards internationaux ou bien la qualité de nos données n'est pas suffisante du point de vue des mécanismes de l'intelligence artificielle. En Algérie, je ne peux pas répondre. Ah bon. Non, tu peux répondre. Oui, je peux répondre. Donc, Nariman. Tout le monde sait dans notre pays qu'on a un gros problème de données, de chiffres, d'informations. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2020, il y a un ministère des statistiques qui a été créé, statistiques et numérisation qui a été créé. Bon, entre-temps, il a changé de nom, mais ça a permis de fouetter un peu la structure et les choses sont en train de bien aller, surtout que l'IA est là pour nous aider. Et effectivement, je pense que tout le monde est d'accord, si on fait des recherches actuellement en statistiques ou de chiffres, on est beaucoup plus à l'aise qu'avant. Avant 2020, c'était vraiment la catastrophe. Nous, au niveau de CARE, donc le think tank que je représente, pour avoir des chiffres, on passait notre temps à extrapoler, à envoyer un peu la Banque mondiale, le FMI, le WEF, enfin toutes les structures mondiales, et on essayait d'extrapoler, et puis voir un peu nos voisins, à quel niveau ils sont, et puis on essaie de sortir avec des chiffres. Très souvent, ça nous créait des problèmes parce que ça allait un peu à contre-courant de ce qui a été publié. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que quelque part, on fait poser le jeu. Mais là, la différence, c'est que on est capable d'arriver à faire des... Et l'IA, à travers les agents dont vous avez parlé, à travers les agents, on peut entraîner l'IA, préparer des agents pour qu'ils fassent ce qu'on appelle du data scrapping, faire de recherche de données sur tous les sites algériens, tout ce qu'il y a comme, que ce soit des sites ou autres, et récupérer des données, à ce moment-là faire un travail de nettoyage que l'IA fait très très bien. C'est un travail, c'est du gâteau béni pour elle. Et donc, ma présentation par exemple, que vous allez avoir, tous les chiffres, toutes les données que vous avez, j'ai mis en place 3 agents qui m'ont fait le travail. Et c'est un travail qui a été fait en 48 heures. Donc, on est capable d'avoir des données. Il faut savoir tout simplement utiliser l'IA. Et encore une fois, il faut se former. Il ne faut pas aller à l'aventure. Il ne faut pas penser parce que la nuit, le soir, vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous avez il y a beaucoup de questions, tout l'Internet devant vous. Vous pensez que vous pouvez tout avoir.
Ok, donc une autre question de Boukhari Mustafa, je pense. Donc il pose 3 problématiques. Quel est le prérequis en data sans lequel l'IA ne peut pas fonctionner, opérer de façon optimale? Deuxième point, dans un projet IA, quand commence vraiment la gouvernance de la donnée? Et un troisième problématique, dans un cadre national, qui doit être le garant de la qualité, de la légitimité des données utilisées par l'IA, producteur, utilisateur? Je crois que donc Abdelrahman va répondre. La première question. Ça va pas. De quel organisme? Voilà, le prérequis data sans lequel l'IA ne peut pas fonctionner. Eh ben, c'est très simple. Si vous n'avez pas suffisamment de données, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc le prérequis est très très simple. Le deuxième prérequis, c'est que combien même vous avez des données, ces données-là, elles doivent être, si vous avez un ERP et si vous avez travaillé déjà sur des ERP, il y a des techniques qui s'appellent le data cleansing. Le data cleansing, c'est le nettoyage des données. Donc il faut s'assurer que les données sont au bon format, ou les multiples formats qui sont reconnus, qu'il n'y a pas d'erreur, donc il y a un travail de fond d'annotation des données, d'encapsulage des données, etc. Sans cela, votre IA ne vous fournira peut-être pas les bonnes données. La deuxième question, c'est dans un projet IA, quand est-ce que ça commence, la gouvernance? Dès le début. C'est le premier requis. Je vous l'avais montré tout à l'heure, mais je suis passé très vite. Dans la feuille de route, la première chose à faire, c'est effectivement la collecte des données et de définir une gouvernance des données. C'est-à-dire d'avoir des procédures internes qui définissent un petit peu ce que ces données, d'où elles viennent, d'où elles proviennent, qui les utilise, pour qui sont-elles destinées, etc. etc. Et le contrôle. Au niveau national, je ne sais pas s'il y a un organisme national qui gère les données, mais en tout cas, ça devrait être le ministère de l'économie de la connaissance qui devrait définir quand même une politique de gestion des données au niveau national. C'est-à-dire de définir un petit peu ce qu'on mettra dans les data centers algériens. Voilà. Ah, très bien. Il y a une question que Belmihou a posée, donc je pense que Saad va y répondre. OK? Tfadal. D'accord. Dans la question, c'est, donc je vais la lire, l'IA avance très vite et les impacts deviennent très critiques sur l'économie et la société, sur 2 fronts, donc en particulier donc, l'impact sur l'environnement. Et le deuxième, c'est l'impact sur les éthiques et les valeurs morales, etc. Bon, donc c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu de ça déjà. L'impact sur l'environnement, en fait, moi je pense beaucoup l'impact sur donc à cause du fait de la consommation d'énergie, il va y avoir des émissions plus élevées. Et puis il y a aussi la consommation de l'eau qui n'est pas soulignée, mais très importante aussi. Ça, c'est un problème. Ensuite, on en a parlé un petit peu. Par contre, on n'a pas trop parlé de l'impact sur l'éthique et les valeurs morales, etc. Il faut savoir qu'on peut maintenant manipuler les opinions publiques avec l'IA. Il y a eu des choses qui ont été faites. Je ne vous apprends pas grand-chose. Il y a eu des études, des cas où ils ont montré que on peut facilement manipuler les opinions publiques. Donc, par exemple, la tendance des gens à voter, etc. Ça peut être manipulé par l'IA. Donc, c'est très important de faire attention. C'est pour ça qu'il y a tous pour la gouvernance, il y a des choses qui ont été créées, etc. C'est un problème sérieux, ça. Et je suis en train j'en ai parlé également tout à l'heure, les gouvernements sont en train de réagir en retard. Il y a vraiment un travail à faire qui est très important là-dedans. Très bien. Alors, il y a une question de Riyad Mellah, donc à M. Kahlan et au professeur Saad. Donc, alors, pour M. Kahlan, Ali, où se trouve et quel est le plus puissant ordinateur en Algérie? Avons-nous un super ordinateur en Algérie? Toubka, Lamdek, etc. Le Maroc en a un, paraît-il, à confirmer ou pas. Donc, ça, c'est pour Kahlan. Professeur Issad.
Oui. Le professeur Saad, donc, quel est le type de rapport de partenariat pour l'Algérie peut avoir avec votre université, cher ami, du Minnesota? Voilà, donc... vous pouvez commencer peut-être et puis ensuite... Oui, ça c'est... La réponse est... Je ne sais vraiment pas très bien ce qui peut se faire, mais je sais que les universités américaines en général sont intéressées par les talents. Donc, il faut voir qu'ils sont intéressés par des... S'il y a une collaboration, ils veulent bien qu'il y ait un retour pour eux aussi. Hein, donc, mais il y a aussi l'aspect donc, éducatif, etc. Et c'est faisable d'avoir des contrats, des accords avec des universités locales, etc. Par contre, il faut montrer qu'on est à la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut montrer que les gens qu'on a ici sont compétents. Quand on demande, quand on envoie des gens qui sont très capables, à ce moment-là, ils commencent à être intéressés. Il peut y avoir des contrats comme ça. Si j'avais eu le temps de terminer tout à l'heure, j'avais des statistiques à ce propos, à propos de la puissance de calcul que nous avons actuellement disponible au niveau du pays. Alors au niveau des universités, surtout les plus grandes, telles que l'USTHB, telles que Annaba. Annaba d'ailleurs est connu pour avoir les laboratoires les plus avancés en IA. Donc c'est les premiers qui ont eu ce qu'on appelle les HPC, donc High Power Computing. Donc des ordinateurs, de gros ordinateurs. Il y a un ami là-bas qui peut peut-être donner une information, je le vois, Ali Yousnaj. Mais il y a également actuellement au niveau de l'IA, il y a des GPU qui sont très difficiles d'avoir des GPU actuellement, très très difficiles. Aussi bien les anciens que les H100. Maintenant, il y a les H200 aussi. Pardon ? Alors, c'est pas la restriction, c'est la disponibilité. Beaucoup plus. Mais je sais, mais je peux pas dire qui en a, mais je sais qu'il y en a. Actuellement, il y a des GPU qui sont en train d'être achetés, qui sont en train d'être installés. Bon, il y a celui que, là où il doit en avoir, c'est l'École nationale de l'intelligence artificielle, l'École supérieure nationale de l'intelligence artificielle. Et ils ont quelques GPU, c'était la moindre des choses. Mais je sais par le directeur qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à en avoir, mais c'était beaucoup plus, c'était l'année dernière pour les restrictions, maintenant c'est un peu plus facile. Mais il y a d'autres entreprises nationales et des structures nationales qui sont en train de se munir de GPU. Là, avant c'était du high power computing, maintenant on est beaucoup plus GPU, parce que c'est à ce niveau-là qui peut le plus peut le moins en fait. Hein. Si on a des GPU, on peut faire le reste. Là, il y a donc une question du directeur de l'ENA, de l'École nationale d'administration. Je le remercie d'abord d'être venu. Il peut se lever, hein, donc qu'on puisse le voir. Donc on le remercie d'avoir répondu à notre invitation d'une institution clé dans le pays, qui est l'École nationale d'administration. Alors il pose la question suivante, et je pense que c'est tout à fait intéressant. Et en tant qu'universitaire, je pense que tu pourras y répondre. Alors il s'agit, donc, il dit ceci: comment profiter des avantages de l'IA en formation sans impacter les capacités d'apprentissage des étudiants, notamment en matière de préparation et de travaux académiques. Ça, c'est une question très précise. Est-ce que finalement l'IA ne va pas avoir comme effet de réduire les capacités d'apprentissage et de learning, donc, et de développement de leur savoir-faire et de leur expertise? Ça, c'est là. Y a-t-il des expériences réussies en la matière dans les universités américaines notamment? Oui, enfin, moi, je trouve que l'un des problèmes qu'il y a avec l'IA, souvent dans les universités, c'est que, bon, du point de vue éducatif, déjà, il faut changer la façon dont on enseigne. Mais il y a aussi le fait que tout le monde se met à l'IA, et ça fait un peu... donc, il y a des domaines qui sont complètement négligés. Peut-être qu'il y a un peu trop la course vers simplement l'IA pour l'IA, quoi. Donc ça, c'est un problème. Mais je crois qu'il y a deux aspects. Donc le fait qu'on peut apprendre beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. L'IA vous donne beaucoup de choses qui sont... par exemple, je disais tout à l'heure, il suffit de poser la question de créer un programme et vous l'avez tout de suite. Hein. C'est vraiment... et les outils, il y a beaucoup d'outils qui sont partagés. Donc pour l'apprentissage de l'IA directement, c'est très facile. Hein. C'est vraiment facile. Par contre, il y a un aspect
Donc l'éducation elle-même, elle a changé. Il faut qu'on change la façon d'enseigner aux gens. Il y a des outils qui sont fournis, mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas faire les mêmes examens qu'avant. Tout est disponible, etc. Donc il y a un changement qui se fait. Très bien. Très bien. Donc il y a donc le Knesset qui est présent ici. On les remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est Habbash Jamaldin Warrah. Voilà. Donc vous avez posé la question suivante. Quelles sont les erreurs les plus coûteuses observées dans les implémentations de l'IA, en énergie notamment? Et comment et comment mutualiser les ressources entre ministères et entreprises privées? Pour la première question, je pense que tu peux répondre, Abdelrahman. Et la deuxième, donc peut-être que tu pourras y répondre. Tfadal. Comment? C'est quoi? Alors, quelles sont les erreurs les plus coûteuses observées dans les implémentations de l'IA? Dans les implémentations de l'IA, c'est comme toute implémentation de technologies digitales. Et parce que pour implémenter l'intelligence artificielle, vous devez avoir la mobilisation des acteurs qui vont être concernés, impactés. Donc la première chose à faire, c'est quand même de définir un narratif puissant qui vient du top management pour justement mobiliser toutes les structures de l'organisation. Il faut aussi que les partenaires sociaux soient impliqués, à qui on doit expliquer exactement ce qu'on attend d'eux et comment ils devraient participer. Donc, moi, ce que j'ai observé dans ma carrière, c'est que les projets qui ont failli sont les projets où on a laissé des gens de côté et où on n'a pas su justement réduire les tensions, parce que les tensions, dès le départ, elles existent. Et le but du jeu, c'est d'atténuer ces tensions le long du projet. Et la troisième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ces projets durent éternellement. C'est-à-dire l'horizon, il devrait être en 12 et 18 mois, pas plus. Donc voici un petit peu les trois raisons majeures. Maintenant, on peut rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter si vous voulez en tête à tête. Voilà. Alors, Krimat Hamid, voilà, qui se lève un peu. Ah, ça, c'est Krimat. Donc, il pose la question suivante. Le monde moderne va depuis plus d'un siècle vers le gain matériel au détriment de la vie sociale et les relations humaines, même au sein de la famille. Est-ce que l'IA, d'après les résultats obtenus jusqu'à présent, va augmenter cet aspect négatif pour l'humanité, par son nouvel apport de gains? C'est-à-dire donc les risques sont réels et est-ce que tu peux les analyser? L'IA n'est pas autonome. L'IA, c'est une activité humaine faite par les humains pour les humains. Alors, si on pense que l'humain, ça va s'autonomiser et va détruire les tissus sociaux sans qu'on puisse intervenir, moi, je pense que ça, c'est comment vous dire, c'est une crainte qui n'est pas toujours fondée. Que l'IA refaçonne, reconfigure des processus de travail, qu'elle reconfigure des relations sociales, ça, c'est vrai. Mais la maîtrise, le pilotage de tout ça doit être fait par les humains. Il n'y aura pas d'autonomisation de l'intelligence artificielle. Vous voyez bien pour les smartphones, comment est-ce qu'on a évolué avec les smartphones. Ça a effectivement capté l'attention de nos jeunes, de nos plus jeunes, de nous-mêmes. On passe énormément de temps là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects négatifs, mais ils ne sont pas insurmontables non plus. Donc la réponse à ce que vous avez dit, et vous avez bien raison de le souligner, parce que l'IA est une activité, étant donnée est une activité humaine, elle a des conséquences sur les relations humaines, les uns par rapport aux autres, et au sein des entreprises, au sein des familles, et au sein même des relations. Voilà. Très bien. Donc il y a le représentant de l'INESC, donc l'Institut global. C'est Ben Khalifa. Alors la question c'est quels sont les enjeux et comment pallier
à la contrainte de l'usage de l'IA versus le contexte juridique, notamment en termes de responsabilité. Je crois que c'est une question importante. Et par exemple, il cite le cas d'un véhicule sans chauffeur, c'est la tendance électrique. Il cause un accident ou un robot, quand il effectue une opération chirurgicale, il cause un décès. Voilà 2 exemples concrets. Qui peut répondre Je pense que... Oui, tfadal. Il y a la deuxième partie de la question du monsieur tout à l'heure concernant la mutualisation des données que je devais... Et je réponds à l'autre question. Mais si, on n'a pas répondu au monsieur là-bas. Ah, d'accord. OK. Très bien. Alors, concernant l'exemple très, très connu de la voiture autonome qui fait un accident, on en discute jusqu'à présent aux États-Unis, mais de plus en plus, une jurisprudence est en train de se mettre en place. C'est le logiciel. C'est celui qui a développé le logiciel qui doit être pris, qui doit être accusé pour qu'il puisse... il prend la responsabilité de l'accident. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est le logiciel qui fait fonctionner la voiture. La voiture ne peut pas fonctionner sans le logiciel. Toute la technologie est pilotée par le logiciel. Donc c'est celui qui a fait le logiciel qui doit en prendre la responsabilité. C'est pas le constructeur de l'automobile. Non. C'est la tendance qui est en train... C'est la tendance qui est en train d'être appliquée. Voilà. C'est une tendance. Il n'y a pas encore de jurisprudence réellement. Non, c'est lui qui a cité les exemples. Moi, je n'ai pas cité d'exemple. Moi, je reçois... Oui, il y a eu des cas. Il y a eu des cas. C'est les deux. Le logiciel, vu que le constructeur, c'est en même temps le développeur, donc du coup, il n'y a plus de problème. Est-ce que je peux répondre ? Il y a une structure qui s'appelle le Haut Commissariat à la numérisation. D'accord ? Cette structure, c'est elle qui est actuellement responsable de la construction des data centers en Algérie. Il y en a un qui est en train d'être terminé, c'est un data center gouvernemental souverain qui va permettre l'interopérabilité entre toutes les structures du pays. D'abord les ministères et toutes les structures qui en dépendent. Donc le problème de la prise en charge des données, la prise en charge du partage, la sécurisation, la souveraineté numérique, elle est prise en charge par ce Haut Commissariat. Et très souvent, on mélange, on parle du ministère des startups et de l'économie de la connaissance, c'est pas du tout lui qui s'en occupe, c'est le HCN qui s'en occupe, c'est très très important. Okay. Donc, votre question, donc c'est Bouhama Khmissa, c'est quel organisme ? Il est là, Bouhama, voilà. Une question de Bouhama. Bouhama Khmissa, donc il ne va pas écouter la réponse qu'on va lui donner. Donc on ne va pas la traiter. Compte tenu du temps. Alors, Bouzertini Barkan, retraité. La gangrène algérienne en matière de déplacement, c'est la voiture automobile. Je ne vous le fais pas dire. L'Algérie manque terriblement de voitures en qualité et en quantité. Le paradoxe, les embouteillages sont permanents dans toutes les villes moyennes et grandes. Comment résoudre avec l'IA ces problèmes complexes et quel est l'avis des experts ? Alors, qui peut répondre ? Tfadal. Oui. Vas-y. Pour la mobilité en ville, effectivement, l'intelligence artificielle peut apporter des solutions pour fluidifier les trafics, pour prédire les problèmes qui peuvent advenir dans une circulation, qui peut également trouver des solutions alternatives à des embouteillages, à des accidents, etc., etc. Et ça, c'est fort possible. D'ailleurs, c'est un de mes slides, je ne vous l'avais pas vu, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie, effectivement, de la proposition comment vous dire, d'un certain bien-être dans la ville. C'est donc de dégorger la ville de tous ces embouteillages, de telle sorte que vous ayez une meilleure fluidité, un meilleur cadre de vie et moins de pollution dans vos mouvements et dans la ville. Ça, c'est fort. Et puis, il y a des expériences. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été dans beaucoup de villes où il n'y a absolument pas de voiture. Les gens n'utilisent pas de voiture. Transport en commun. Il y a une opportunité énorme pour justement développer un bon transport en commun à Alger en utilisant l'IA. Alger, et moi, chaque fois que je viens ici, je souffre de ça. On n'arrive pas à circuler. Voilà. Il faut le transport en commun.
Un mot. Et il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. Il y en a une en particulier qui a été créée en 2022 qui s'appelle Garini. Garini, vous êtes connecté. Elle va rapidement vous trouver une place de stationnement. Par exemple, elle fonctionne très bien. Elle est d'Orange. Il y a plein de startups qui travaillent sur la notion de smart city algérienne. Hein. La question, c'était pas le stationnement. La question, c'était sur l'encombrement. Mais on pourrait demander à cette start-up de s'intéresser à gérer donc, et de nous produire des logiciels pour améliorer donc, la circulation à Alger. Très bien. Alors, il y a 2 questions anonymes, mais Malish, donc on peut les prendre. Peut-être que l'auteur va se reconnaître quand on va lire. Il ne s'est pas identifié. Quand on parle d'énergie, l'IA consomme beaucoup d'énergie. Ça, c'est effectivement un aspect qui n'a été pas suffisamment traité, il me semble, dans les communications. Comment peut-on l'utiliser tout en économisant de l'énergie, surtout quand on parle des data centers? Est-ce qu'il y a des processus engagés par les constructeurs de ces data centers en particulier pour pouvoir aller vers une économie d'énergie car ils consomment beaucoup d'énergie? Qui c'est qui peut apporter des éléments de réponse? Alors, je peux répondre rapidement. Les consommations d'énergie et donc la réduction de consommation d'énergie est un objectif vraiment important quand on crée des centres de données. Et les gens qui fabriquent les puces aussi font très attention à mentionner la consommation d'énergie et c'est un problème dont ils sont conscients. Donc on essaye de réduire au maximum, ça c'est certain. Allez, 10% des logiciels dans un data center sont faits en fait pour gérer l'énergie. Vous n'avez qu'à voir au niveau des modems déjà pas les modems, pardon, les onduleurs. Les onduleurs, il y a des onduleurs qui sont sophistiqués, ils sont gérés par logiciel. Alors imaginez ce que c'est qu'un data center. Bien sûr qu'il faut l'utiliser. Maintenant, s'il y a, bien entendu, ça va beaucoup plus vite et c'est plus rapide et plus efficace. Très bien. Alors il y a donc oui, très bien. Ça c'est la tienne. Tu as répondu, non? Tfadal. Donc j'ai une question de Aïtoum Zen Ibrahim qui pose la question suivante. Vous avez surtout cité ChatGPT durant votre présentation. Est-ce qu'il s'agit de l'IA la plus avancée ou est-ce que c'est simplement dû au fait qu'elle a joué un rôle pionnier? En fait, c'est les deux. Donc OpenAI, qui est la compagnie qui a créé ChatGPT, était la toute première à s'avancer dans ce domaine. Et c'est aussi, en fait, l'IA qui est la plus avancée, certainement. Mais elle est en train d'être rattrapée par les autres, ça c'est sûr. Voilà. Je pense que en gros, c'est ça. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a des IA qui sont plus spécialisées, par exemple, pour le développement de code, et ainsi de suite. Donc, il y a des parties où il y a des IA qui sont spécialisées un peu. Alors, il y a une question sur l'IA Edge. Embarqué. Quelles sont les limites de l'IA Edge en termes d'obsolescence de l'information en l'absence de mise à jour par rapport à l'IA Cloud? Les limites de puissance de calcul, c'est fonction du type de puce qu'on utilise, ça c'est la première. Si on ne met pas à jour effectivement les puces en fonction parce qu'il y a des boucles d'apprentissage de toute façon locales, et donc c'est à partir de ces puces d'apprentissage que les puces s'autorégulent quelque part. Et quelquefois, on a besoin effectivement de les télécharger pour pouvoir justement actualiser selon ce que les bases de données, les bases dans des data centers ont mis à jour. Voilà. C'est un cycle normal. Nasser Grifou, tu as posé une question, mais j'ai pas pu tu peux la formuler ou la reformuler. Tu parles de reporting. Donc, tu peux. Et tu nous indiques à qui elle est adressée de façon spécifique. Merci. En fait, je voulais répondre à la question de Sir Abdelnour Karaman. Très précisément. En fait, je répondrai à 3 niveaux. Donc, ce n'est pas une question, c'est une réponse. C'est une réponse pour compléter la réponse, parce que c'est extrêmement important, la préoccupation qu'il a exprimée. D'une part, juste pour rappel, on parle du solaire, mais en fait, en Algérie, il faut préciser qu'on parle du photovoltaïque.
Donc le photovoltaïque sur le plan technologique, c'est une technologie mature. C'est très bien documenté, on connaît très bien les irradiations verticales, horizontales, on connaît très bien la duck curve, donc la courbe en forme de canard, tout ça c'est maîtrisé. D'une part, d'autre part, sur le plan technologique, donc la fiabilité industrielle des panneaux actuels, donc on peut prévoir sur 20 ans la production avec une dégradation. Donc sur le plan technologique, c'est maîtrisé. Maintenant, l'IA à l'heure actuelle, sur certains lots qui ont été attribués à des opérateurs en EPC, je peux affirmer, en connaissance de cause, que effectivement l'IA a commencé d'être introduite, en particulier pour la prévision des arcs sur les panneaux. Donc c'est en fait dans la gestion d'analyse prédictive sur les panneaux, principalement. Et il y a aussi un couplage avec les onduleurs qui permettent effectivement, à ce moment-là, ça va gérer les problématiques quand on va passer à l'injection sur le réseau. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une conférence, l'élection sur le réseau, notamment pour gérer l'énergie réactive, donc pour pouvoir optimiser la réserve tournante. Voilà très exactement comment que ça va se passer. C'est déjà en cours et les panneaux actuels de dernière génération, en tout cas le cahier des charges, les dernières générations est très bien fait sur ces exigences-là et les opérateurs qui ont été qui ont eu les marchés donc sont tenus de s'aligner sur ces questions-là. Très bien. Voilà un petit peu. Alors, on est particulièrement satisfait au niveau du podium là que les réponses ne proviennent pas de nous mais de l'auditoire. Très bien. C'est Abdelnour, vous êtes satisfait de la... Ok, très bien. Alors, il restait donc une autre question de Khouni Issa de GTP. L'intelligence artificielle, est-ce que ce concept numérique est à objectif économique, à savoir, il oriente les transactions de marketing et qui peuvent avoir des contenus idéologiques. Est-ce qu'il y a des biais culturels, politiques et religieux dans l'utilisation de cet outil? Oui, il y a des biais, bien sûr qu'il y a des biais, parce que vous voyez bien que lorsque vous écoutez les informations, lorsque vous subissez des campagnes de marketing, etc., vous êtes reconnu par des algorithmes qui vont vous proposer toujours les mêmes, ils vont vous mettre dans un univers complètement fermé, et qui vont vous interdire, mais vous êtes libre de ne pas le faire, d'aller au-delà du périmètre dans lequel ils veulent vous inclure. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle génère des biais idéologiques, etc. Oui, puisque de toute façon, ce dont on a parlé, c'est que, étant donné que l'intelligence artificielle aujourd'hui est anglo-saxonne, fatalement, les biais idéologiques sont anglo-saxons. On ne se reconnaîtra pas en tant qu'Algérien dans ce que pourrait produire un chat GPT sur la politique algérienne sur l'agriculture ou nos relations internationales avec la Chine ou avec je ne sais où. Oui, il y a effectivement des biais. Et ces biais-là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut traiter en amont d'un déploiement en amont, ça veut dire qu'il faut se doter d'abord d'une base, d'une infrastructure. On a de l'énergie, on peut avoir des centres de données. Le problème, c'est que les centres de données ne sont pas là où il y a les utilisateurs, ils sont là où il y a de l'énergie. Or, l'Algérie a de l'énergie, on n'a pas de data center. Donc, peut-être qu'il faudrait... C'est pas un paradoxe, je pense que c'est une prise de conscience à avoir et qui est en train de croître. Très bien. Donc il y a donc sur les intervenants au débat, donc je vois donc celle de Haroun Rizqi. Haroun Rizqi. واش هو السؤال تاعك accès aux données, c'est-à-dire تفضل روح ماك راك تفضل. واش من المؤسسه من فضلك؟ l'école de l'IA. l'école de l'IA. Oui, de Sidi Abdallah. Oui. Bonjour. Il y a un représentant, on a invité votre directeur général et 5 étudiants. Oui, on est là. J'ai mes collègues là-bas. Les étudiants de l'UL, c'est à l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle. Exact. On est 4. Alors, c'est pour professeur Kahlan. On a parlé de la transformation digitale, de la stratégie de l'Algérie pour
pour le développement de l'IA. D'ailleurs, vous avez parlé de Conseil national de l'IA, l'école de l'IA Sidi Abdallah, etc. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant à l'école, j'ai pas mal d'amis qui sont en train de préparer leur PFE au sein des entreprises algériennes, mais ils souffrent toujours de l'accès à la donnée. Pas la disponibilité, elle est disponible, mais elle est très difficile d'accéder à la donnée. La deuxième chose, si vous me permettez... Quel type de données? Comptables, financières? Je vous donne des exemples concrets. Par exemple, on a Sonatrach, l'aéroport d'Alger, CDTA, des hôpitaux à Alger et plein d'autres. Naftal, par exemple. J'ai pas un exemple. La deuxième chose, c'est que la plupart de ces entreprises exigent le déploiement local des modèles d'IA. Mais est-ce qu'on peut garantir les ressources nécessaires pour le faire? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la capacité de déployer un large language model au niveau de, par exemple, GPT-4 en Algérie. Merci. D'accord. D'abord une question. Vous êtes 5e année ou 4e année? 5e année. Vous n'avez pas assisté au bootcamp Tipaza? Personne n'a assisté au bootcamp Tipaza? Ah d'accord. Donc j'ai eu les 2e et 3e années au bootcamp de Tipaza. Ouais. Très bien. C'est Alinov. Voilà. Alors concernant l'accès aux données, ben, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore le réflexe parce qu'on n'a pas la pratique, on n'a pas les procédures en place pour la mise à disposition. Pour le moment, on est déjà au niveau de préparer la donnée, de la nettoyer et de la mettre en forme beaucoup plus pour une utilisation en interne que pour un affichage externe. L'affichage externe, malheureusement, il est toujours pensé pour une publication officielle à l'international. C'est-à-dire, si une donnée sort, c'est avec l'arrière-pensée, c'est pour que tout le monde, pas uniquement les nationaux, tout le monde puisse y accéder. Forcément, tout le monde va y accéder parce que c'est à travers Internet. Donc, mais il n'y a pas encore cet automatisme, mais il est en train d'arriver petit à petit. Et je pense que ça va s'accélérer avec la mise en place et le fonctionnement de data center. Il est prévu normalement dans quelques mois, peut-être en juin, data center souverain, où il va y avoir une interopérabilité de toutes les données de tous les ministères. Il y a un travail qui va être fait justement pour faire des consolidations, pour préparer cela, pour faire un affichage d'accès, plus évidemment un affichage qui est au niveau structurel pour l'utilisation justement comme celui dont vous demandez. Mais il faudrait que vous soyez au niveau d'une structure, au niveau de la recherche par exemple, ou au niveau d'un ministère. Maintenant, concernant l'utilisation, vous avez parlé d'un LLM DZ. Il y a actuellement un LLM DZ qui est en train d'être préparé au plus haut niveau. Il est clair, c'est un verrou pour accéder à une souveraineté. La souveraineté numérique, maintenant, elle se conjugue plus au niveau uniquement du numérique tout seul. C'est-à-dire la transformation digitale, pouvoir se prendre en charge, les bases de données nationales, etc. Maintenant, il y a l'IA qui vient et qui bouscule tout. Donc forcément, pour pouvoir prendre en charge tous les aspects de l'IA, il faudrait qu'on ait notre propre LLM. Il y a du travail qui est en train d'être fait, je l'ai dans la présentation, au niveau de pratiquement une 50aine de structures entre les universités, les centres de recherche ainsi que les grandes écoles. Il y a même des doctorats, il y a une 30aine de doctorats qui sont en train d'être faits dans le cadre des LLM, justement pour prendre en charge cet aspect souverain qui nous permet de pouvoir, donc c'est pour répondre aussi au problème du edge computing, de ces données cloud, mais cloud privé, donc edge chez nous, où il va falloir avoir notre propre LLM, parce que si on se dit on a un cloud privé, mais qu'il est accessible par un LLM qui est extérieur au nôtre, on n'a rien de privé, il faut pas quand même se moquer du peuple. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Ça prend du temps parce que c'est encore une fois c'est des essais, c'est de la recherche, mais on n'est pas en standstill. Les choses sont en train d'avancer et les startups sont en train de faire. Actuellement, c'est une information qui est dans la présentation aussi. Il y a de plus en plus de startups algériennes qui sont en train de travailler sur l'agentique, sur les agents IA. C'est un aspect très important. C'est
ça qui fait l'optimisation de l'utilisation de l'IA. C'est à travers la prise en charge des agents que vous pouvez réellement utiliser l'IA d'une manière optimale. Sinon, vous faites du chat GPT, questions-réponses, etc., perte de temps, et évidemment, vous n'avez pas de focus. Okay, alors, il reste trois dernières questions, je pense. Alors, il s'agit de... Parce qu'on a dépassé de quelques minutes le temps, donc il faut qu'on fasse vite et court. Alors, il y a donc Issa Boudjlab. Issa Warra. Issa Boudjlab. Boudjli. Donc, il n'est pas là. اليمين حجازي. وش هو السؤال نتاعك من فضلك؟ تفضل قدم روحك Bonjour. Donc, Liamini Jazi, je travaille en tant qu'expert auprès de la Commission européenne en IA. Commission européenne. Et donc, la question, c'était beaucoup plus... Hein? Ouais. La Commission européenne. Ouais. L'Union européenne, oui. Et donc, la question, c'était beaucoup plus en perspective. Expert en IA. Et donc la question c'était pour le professeur Monsieur Saad et Monsieur Abdel. C'est ça. Donc il y avait Yann Le Khan qui était VP Meta qui a annoncé récemment que l'IA générative n'est plus la solution adaptée et on doit aller vers une IA un peu plus World AI. Et donc, il a lancé sa propre société pour se lancer dans cette thématique-là. Donc, je voulais juste savoir, par rapport à cette perspective, comment, justement, l'Algérie peut utiliser cette perspective-là pour se positionner dans ce domaine de l'IA qui reste toujours en évolution. Merci. Merci. La première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est vrai que Kuhn a créé sa start-up et il dit que ChatGPT, enfin le LLM, est arrivé à une impasse. Et donc il a créé une start-up pour définir son intelligence artificielle, mais qu'il appelle l'intelligence artificielle physique. C'est-à-dire qu'il doit considérer les objets physiques. Ce que les LLM ne font pas, ils le font qu'à travers les textes. Ça, c'est la première chose, vous avez raison. La deuxième, ça veut dire que l'intelligence artificielle n'a pas une seule trajectoire. Il y en a une qui est dominante, qui veut à tout prix qu'on aille vers la superintelligence, et parce que derrière, il y a des financements colossaux qui sont demandés par justement les prophètes de cette superintelligence, qui n'est pas garantie. Donc, le fait que Kuhn, qui a travaillé chez Meta, dise ça, ça ouvre d'autres perspectives que celles dans laquelle on veut nous enfermer. Et la troisième chose que je voulais dire là-dessus, c'est que oui, je pense qu'il y a d'autres... Je ne pense pas qu'on puisse calculer une aile d'avion ou un cœur de réacteur nucléaire avec le LLM. Donc voilà le problème. Vous comprenez ? Je pense qu'il va falloir utiliser les savoir-faire et les métiers autour on utilisera la thermodynamique pour l'aile d'avion en combinaison avec ce que appelle Kuhn l'intelligence artificielle physique, des objets physiques. Et ça, peut-être, c'est de nouvelles perspectives et de nouveaux espoirs, justement, pour appréhender le monde réel, le monde des usines, le monde des transports, le monde... Bref, vous m'avez compris. Oui, donc Yann Le Khan, c'est quand même un géant de l'IA. Il dit des choses qui sont assez importantes. Il faut dire que il y a peut-être d'autres perspectives, effectivement. L'IA, telle qu'on la connaît maintenant, a donné des résultats qui sont constatables tout de suite. Évidemment, les chemins peuvent changer. Et pour rejoindre un peu ce qu'a dit Dahman, c'est vrai que des fois, on essaye d'aller tout de suite vers l'IA pour absolument résoudre tout.
Et ce n'est pas forcément toujours une bonne solution. Hein. Par exemple, je ne crois pas trop, en fait, à utiliser l'IA pour résoudre des équations du dérivé partiel, etc. Ce n'est pas vraiment un outil adapté. Il y a d'autres méthodes qui marchent bien. Voilà. Donc, en gros, il y a d'autres chemins qui vont se faire. J'en suis sûr qu'on va les découvrir petit à petit. Voilà. Franchement, j'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que l'IA c'est un outil, il faut le prendre comme un outil. Maintenant, il faut le prendre en charge, quoi. Il faut pas en avoir peur, et puis c'est tout. Alors, il restait, je crois, une dernière intervention. C'est Attar qui voulait intervenir. J'ai oublié personne. Hein. Est-ce qu'il y a, pour ne frustrer personne dans la salle, est-ce qu'il y a واسمك بوجنا واش من المؤسسة؟ Privé, d'accord. Je vais te donner alors je donne la parole بعد نعطيها لك. ولا تحب انت تبدا؟ تفضل من بعد نعطي لك. Merci Mustafa. تفضل. Voilà. Il se trouve que je n'ai pas beaucoup entendu de recommandations de la part des conférenciers. Bon, peut-être que je ne les ai pas toutes vues. Non, surtout pour le secteur de l'énergie. Parce que ce secteur, comme vous le savez, et que nous représentons ici, il aura probablement un rendez-vous crucial entre 2030 et 2035 en matière de transition énergétique, quand les capacités ENR seront probablement, à mon avis d'ailleurs, supérieures à 15 000 gigawatts, à 15 gigawatts. J'ai 15 000. 15 gigawatts. Monsieur Griffo, d'ailleurs, il vient de citer quelques défis, hein, en matière de gestion justement de ces capacités. Deuxièmement, quand le gaz conventionnel, et ça les gens de l'énergie, ils le savent, le gaz conventionnel ne pourra plus répondre aux besoins intérieurs et exportation aussi, mais peut-être que le gaz de schiste à ce moment-là sera en plein essor. Et qui dit gaz de schiste, c'est des centaines d'appareils, de logistique, etc., etc. Donc, à mon avis, il y a un très grand défi au sein du secteur de l'énergie. Et j'aimerais bien connaître un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous recommanderez, par exemple, surtout M. Kahlan, qu'est-ce que vous recommanderez au secteur de l'énergie, par exemple, pour s'y préparer? Alors, est-ce en matière de gestion, en matière de coordination, mutualisation des moyens, des données aussi, est-ce qu'il faut, par exemple, investir dans un seul data center immense pour le secteur de l'énergie? Parce que je suppose que ceux que vous avez cités pour le ministère ne pourront pas prendre, à mon avis, en charge les préoccupations du secteur de l'énergie. Hein. Donc, est-ce qu'il faut un seul? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Et quel serait, d'après vous, le niveau des investissements en chiffres, même si c'est approximatif? Qu'est-ce qu'il faudrait se préparer à investir dans le secteur de l'énergie à cette date-là? Voilà. Non. On te répond d'abord. Non. J'y vais. Ben, il faut un RIA, un responsable d'IA, déjà, au niveau de chaque structure. Ça, c'est pour commencer. Parce qu'il y a un travail de communication, il y a un travail de formation, de pédagogie, un travail de fond, de façon à ce que tout le monde change de logiciel, que la transformation numérique, ce n'est pas la transformation numérique telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. C'est quelque chose d'un peu plus profond, ça va un peu plus loin, parce que ça touche quelque part, non seulement à notre travail, mais à notre emploi du temps, même à nous-mêmes, parce que ça va très loin. À partir du moment où vous faites une manipulation aussi poussée que les outils d'intelligence artificielle, ça va très très loin. Et cela, ça va permettre la mise en place des data centers dont vous parlez. On peut très bien, dans un premier temps, commencer par mettre des couches au niveau des data centers existants. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir pour développer une LLM Edge
en edge computing, c'est la Sonatrach. Elle est capable de le faire, elle a les moyens, elle a le personnel, elle a la vision, elle en a besoin, le pays est derrière pour le faire. Donc je pense que ce côté-là, ça ne posera aucun problème. Il suffit uniquement d'avoir la volonté d'abord interne au niveau de l'entreprise et la volonté politique au plus haut pour que cela puisse se faire. Effectivement, les data centers qui sont en train d'être préparés, il y en a un à Alger et l'autre à Blida, ils ne vont pas y répondre. Mais un à votre niveau, avec un LLM, il faudrait que vous ayez un LLM sans la traque, chez vous, pour justement éviter les biais dont parlait tout à l'heure Abdelrahman, éviter les pertes de données dont vous-même vous en avez parlé. Et un LLM, à ce moment-là, est capable de faire un traitement in-house, on premises, qui vous permet de sauvegarder vos données, de pouvoir avoir les informations que vous voulez, le travail de développement d'IA en interne. Et surtout, la mise à jour régulière avec quelque chose qui est chez vous. Là, c'est un travail on peut voir ça ensemble. Tu veux rajouter? Oui. Il y a des exemples. Il y a des exemples. L'ADNOC, non, pas l'ADNOC. Petronas a défini des projets IA en trois catégories. Les proof of concept, les démonstrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous pouvez définir une politique de l'intelligence artificielle en ayant ces trois types de catégories. La deuxième chose, je crois que c'est l'ADNOC. Elle a créé un genre de AI Council qui, en fait, correspond un petit peu à ce que vient de dire Ali, d'avoir des ingénieurs IA avec des ingénieurs des métiers et qui vont décider des projets, de leur mise en marche et de la temporalité et donc des budgets. Voilà. Donc il y a différents types. D'ailleurs, quand vous irez sur le site, j'ai cité pas mal de cas. J'ai cité les cas de Total, d'ADNOC, de Petronas, etc., etc. Vous verrez comment est-ce qu'ils procèdent. Et ça, c'est important déjà d'apprendre ce que font les autres. Et effectivement, pour le numéraire, c'est-à-dire pour tout ce qui est budget, il faut un petit peu de travail. De toute façon, il n'y a pas moins pour un proof of concept. Vous serez obligé de passer entre 1 million et 2 millions, quoi. Je parle de dollars. Très bien. Donc l'avant-dernière question, parce que la dernière est réservée au modérateur, si vous permettez, j'ai une question à vous poser. Et تفضل قدم روحك من فضلك. C'est le centre d'intelligence artificielle à Oran qu'on a créé, c'est privé. C'est une start-up. Donc, je suis professeur à la retraite. Professeur de quoi? Donc, ma question est l'application de l'IA pour optimiser l'énergie. Quelle base de données vous utilisez, de features, et quelle technique? Donc, par exemple, les paramètres climatiques sont fixes. Le vent, la température, la pression, la radiation. Et si c'est une ferme, je pense que les panneaux solaires ne sont pas mobiles. Quelle technique vous utilisez pour optimiser? Entre parenthèses, dans les 4 représentations, on n'a pas mentionné l'erreur de l'IA. Le vrai devient faux et le faux devient vrai. Donc les performances, c'est des statistiques et les performances ne sont pas à 100%, même à 100%, il y a overfitting ou underfitting. Donc le problème, même si vous faites une prédiction, l'erreur est toujours là. Si vous allez à ChatGPT, il n'est pas parfait. Donc si vous voulez développer le programme en IA, il faut le développer par vous-même. Bon, ça c'est le problème qui se pose maintenant avec ChatGPT ou DeepSeek, etc. Donc il faut savoir aussi communiquer et vérifier toujours. C'est ça le problème qui se pose avec ces IA online. Merci. Et quelle est la question? Oui, c'est quoi la question? Comment optimiser l'énergie? Quelle énergie? L'énergie solaire. L'électricité ou Bon, vous avez des panneaux solaires, c'est la radiation. Et comment optimiser cette énergie? Vous avez mentionné dans votre présentation de 20 à 30%. Comment faire cette optimisation?
Ok. Très bien, c'est clair. Attendez le micro, on va vous répondre. Vous êtes à fond. Bon, je ne suis pas dans le monde du métier, mais ce que je sais, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple des onduleurs qui viennent avec un logiciel. Donc il suffit uniquement que les panneaux solaires que je vais commander, je les commande avec le logiciel qu'il faut. Et je vais demander qu'il y ait une couche IA de façon à ce qu'ils puissent traiter ça. Mais je suis pas du métier, donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, je suis un développeur. Donc le logiciel, je vais acheter la technologie avec le logiciel avec une optimisation IA. Alors, la dernière question que je voulais poser donc à mes amis, c'est que, parce qu'on n'a pas parlé des ordinateurs quantiques, est-ce que les ordinateurs quantiques apportent une continuité à l'IA ou il y a un saut cognitif et technologique différent? Ma question, elle est très claire. Est-ce que l'ordinateur quantique, en tant que apporte à l'IA telle qu'elle est développée actuellement, est-ce qu'elle est en continuité, elle apporte plus de capacité de calcul, ou c'est une rupture technologique et cognitive? Voilà, si vous voulez répondre. Oui, je veux bien répondre à cette question. En fait, moi, je ne crois pas trop aux ordinateurs quantiques. Je pense que l'horizon est très très loin. J'ai fait un petit peu un cours là-dessus il y a quelques années. J'ai découvert qu'en fait, il y a des limitations et qu'il faut vraiment attendre un peu avant qu'on arrive à déployer les ordinateurs quantiques pour une utilisation générale. Pour les utilisations particulières, par exemple, cyber, tout ça, enfin, de sécurité, oui, il y a des applications, mais utilisation générale comme ça, pour l'IA, je crois qu'on est loin. Très, très loin. Alors, on arrive à la fin. S'il y a une dernière question ou des questions pour ne frustrer personne, on aura répondu à l'ensemble des questions. Alors, il m'appartient à Tfadli, c'est... Non, on va vous donner le micro, c'est formel, c'est enregistré. Voilà. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Professeur Hamlin Nouara, directrice du Centre d'innovation de l'Université Mouloud Mamri Tizi Ouzou. Donc, je tiens à apporter un élément de réponse par rapport au débat sur les données générées et collectées pour l'IA. Donc, nous avons une loi de protection de données qui a été promulguée en la loi 1807, modifiée en la loi 2511, et puis tout récemment, le décret exécutif 390, pardon. Donc, l'Algérie a mis en place un arsenal juridique pour la protection des données. On parlait comment collecter les données et puis l'hésitation des administrations vis-à-vis de la divulgation des données, parce que c'est une arme à double tranchant et on dit aussi que trop de loi tue la loi. Donc il y a des contraintes pour la divulgation des données. Il y a même des peines pénales en cas de divulgation des données qui rend les administrations sont susceptibles quelque part pour la mise à disposition de ces données. Mais aussi, on parlait de l'organe qui protège ces données. C'est pas le Haut Commissariat de la numérisation, mais c'est l'Autorité nationale de la protection des données. Pour la responsabilité en cas de dommages générés par l'IA, conducteur ou bien voiture sans conducteur, aussi la chirurgie avec l'IA. Donc il y a une évolution en termes de responsabilité juridique. Il y a la responsabilité du fait des choses, mais cette responsabilité a évolué. Donc il y a une responsabilité contractuelle entre le constructeur de l'automobile avec l'ingénieur qui a mis en place le logiciel. Donc ça, c'est une responsabilité contractuelle entre eux, mais vis-à-vis de la victime, c'est une responsabilité qu'on appelle une responsabilité objective. Donc il est obligé, il est tenu d'assumer
sa responsabilité du fait d'un produit défectueux. C'est l'évolution récente de la responsabilité en matière, même si nous n'avons pas actuellement de loi qui gère ces aspects, mais c'est juste, on essaye d'utiliser justement cette responsabilité objective sur l'IA en Algérie. Merci. Oui, bien sûr. Allez, donc... Oui, en effet, l'Agence nationale de protection des données, la NPDP, qui s'occupe justement de la protection. En fait, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est suite au RGPD européen qu'il fallait que nous, on se protège de la même manière. En fait, c'est quelque chose qui devait venir depuis longtemps, depuis le moment où les réseaux sociaux ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il fallait absolument qu'il y ait une protection des utilisateurs. Et ça doit se faire à tous les niveaux, au niveau du citoyen, mais aussi au niveau des entreprises. Donc il fallait que les GAFAM, tous ceux qui sont en train de piller nos données personnelles et les utiliser parce que ils les vendent c'est nos données personnelles et ils nous les vendent à nous, parce qu'au Facebook, Instagram, tout le monde pour le marketing utilise ces données-là. Effectivement, la NPDP, depuis qu'elle existe, avec les différents décrets dont vous avez parlé tout à l'heure, donc la 1807 et puis les deux qui sont arrivés après, les 2511 et les 25390, vont dans ce sens-là et ça va très très loin. De plus en plus, il y a de la prison, il y a aussi des pénalités financières et ça va dans le bon sens. J'ai parlé du HCL, en fait, c'est pour l'interopérabilité des données. C'est pour répondre directement à une question. On ne parlait pas encore de protection. Mais évidemment, ils sont liés. C'est clair qu'à partir du moment où vous manipulez des données, d'ailleurs, dès que vous avez, la loi dit, vous me corrigez si je me trompe, dès que vous avez plus de 50 employés, vous êtes obligé de faire une déclaration au niveau de la NPDP. Pour l'utilisation des données personnelles de vos employés, mais ainsi pour les données que des gens de l'extérieur. Si vous faites dans du marketing, notamment dans l'e-commerce par exemple, ou même les ministères sont tenus, parce qu'ils utilisent les données des citoyens, sont tenus de faire une déclaration au niveau de la NPDP. Moi, personnellement, je l'ai fait. À partir du moment où je suis consultant et que j'utilise des bases de données de personnes, j'ai fait la procédure. Je crois que j'étais parmi les 10 premiers à l'époque. Je voulais en même temps savoir comment ça fonctionnait et on m'a expliqué, effectivement, tout le monde doit s'y faire. Donc c'est un arsenal qui était indispensable pour qu'on puisse avancer. On est vraiment beaucoup mieux lotis qu'il y a 5-6 ans. On était vraiment dans le noir. Merci pour vos éclairages. Alors, le dernier mot, c'est Attar, donc tfadal. Et ensuite, je donne la conclusion provisoire de nos travaux. Question très précise, justement, à propos de réglementation. Peut-être à M. Kahlan, est-ce qu'il y a un pays ou des pays où il y a une réglementation spécifique, justement, à l'IA, je ne pense pas à les données personnelles, je crois que c'est un peu général. Il me semble. Je connais même le président de l'agence, j'en ai parlé avec lui. Donc, en ce qui concerne l'IA, est-ce qu'il y a des pays, aux États-Unis, je ne sais pas, où il y a une réglementation, des lois, etc. Et est-ce qu'il faudrait engager les mêmes chantiers en Algérie? L'Union européenne. Oui, il y a un pays de l'Est, ils ont créé. Bon, c'est bon, c'est la dernière question. Il y a pas encore de doctrine. باش ما تمنشروناش يقول لك ما خلاونيش نهضر. Tu veux pas? L'Union européenne a un corps de doctrine sur justement la réglementation de l'IA dans la société, dans la vie des entreprises et la société. Voilà, ça existe. Donc, et c'est disponible. Vraiment, c'est très courant parce qu'on est en retard déjà. Vous savez, quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, Monsieur Attar, quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, en février 2022, l'Italie l'a bloqué. L'Italie l'a bloqué. Donc c'est l'Italie, pas l'Union européenne. L'Italie l'a bloqué pour deux raisons. D'abord, elle estimait que le fait que tout le monde y accède, c'est pas bon. Donc elle voulait qu'il y ait une limite au niveau de 13 ans, d'une part, et le fait que ça soit libre pour tout le monde.
Et donc, elle a bloqué pendant un mois, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, pour répondre spécifiquement, je suis d'accord avec ce que dit Abdelrahman, il y a le AI Act de l'Union européenne. Il y a aussi le même au niveau des États-Unis, mais bon, ils le font beaucoup plus pour la galerie qu'autre chose, les États-Unis, parce que de toute façon, après ce qu'a fait J.D. Vance l'année dernière à son discours, en disant que de toute façon, on ne veut pas de réglementation, on veut que tout soit ouvert. D'un côté, il fait semblant de réglementer, mais de l'autre côté, il ouvre. Je n'y crois pas beaucoup. Par contre, vous avez les pays classiques comme la Russie, la Chine, l'Iran, tous les pays qu'on connaît. Au début, ils n'y croyaient pas, ils laissaient faire. Mais depuis 2024, ils sont tous en train de mettre en place une réglementation stricte. Et pour répondre spécifiquement en ce qui concerne l'Algérie, il y a actuellement une commission qui travaille là-dessus. Très bien. Alors, donc nous allons essayer de conclure. Ça va être difficile parce que le débat a été tellement riche que donc on va essayer d'en tirer les éléments principaux pour pouvoir donc conclure cette table ronde qui sera suivie donc d'une signature par Redmed et le cabinet Meshraoui, donc qui nous a sponsorisé la signature des conventions de sponsors. Alors, pour les conclusions, je pense qu'il y avait donc, je vous avais dit, trois séquences dans le déroulé et le déroulement de notre table ronde. Il s'agissait d'aller vers la genèse. Il s'agissait ensuite d'avoir, si vous voulez, les applications pratiques et également de voir ce qui se fait en Algérie. Je crois que le panorama des interventions riches des trois experts l'ont couverte en tant que champ d'analyse. Alors, en ce qui concerne, si vous voulez, les éléments d'autres éléments de conclusion, et c'est déjà donc une conclusion qui marque le fait que l'intérêt que vous avez porté à cette manifestation, à cet événement, témoigne du fait que le choix qui a été fait par le Club Énergie d'organiser cette table ronde est un choix finalement judicieux. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que l'IA n'est qu'un instrument d'aide, à la décision qui revient en dernier in fine aux usagers, en y corrigeant les biais qui ont été identifiés au cours de ces débats et au cours des différentes interventions. Parce que ce n'est pas neutre, au sens vraiment neutre. Donc, c'est porteur, évidemment, de biais culturels, de biais géopolitiques, il faut le dire, et également donc, de biais tout simplement des limites, si vous voulez, des banques de données dans beaucoup de continents, notamment le nôtre et notamment notre pays. Et donc, on est tributaire, si vous voulez, de bases de données qui sont dans des centres sur lesquels, donc, ils n'ont pas les mêmes référents, y compris donc des référents culturels. Alors, donc, ça, c'est un aspect qui est... donc, ce qui a été mis en évidence aussi au cours de cette table ronde, c'est le fait que l'IA n'est pas, si vous voulez, un outil nouveau et qu'il était déjà donc en développement depuis quelques décennies. Et c'est des outils qui s'inscrivent dans une trajectoire longue, qui est déjà donc sur le passé, mais également pour l'avenir, il y a encore d'autres perspectives. Alors, donc, il y a également à compléter l'écosystème qui a été analysé avec beaucoup de précision par Ali Kahlan. Donc, il y a à le compléter. Il y a également, y compris non seulement sur le plan des infrastructures, mais également sur le plan juridique, sur d'autres aspects où nous n'avons pas encore ces outils. Et donc, également, il s'agit, si vous voulez, également d'un effort de construction de système qui n'est pas uniquement institutionnel. Il est également le fait des entreprises du secteur privé. Il est tiré par le secteur privé aux États-Unis, on l'a bien vu. Et donc, les grandes entreprises notamment la Sonatrach, pour ce qui concerne l'énergie, le groupe Sonatrach, devraient s'inspirer des exemples qui ont été signalés tout à l'heure, donc Petronas, mais également ce qui a été fait par ExxonMobil, par exemple, et les éléments existent. Donc, un autre élément, c'est de développer, donc, je l'ai dit, les centres de données et de pouvoir également s'engager dans une
de fixer les cadres de terminer, de finaliser les cadres institutionnels et juridiques. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Donc on va approfondir, si vous voulez, dans nos travaux, et il y aura donc des conclusions plus élaborées, plus importantes, et vous la trouverez sur nos sites web, puisque l'ensemble des travaux ont été donc seront postés sur notre site, et vous les trouverez dans tous leurs aspects. Voilà, donc pour le reste, maintenant, je vais demander la parole au président de notre club, Sahbi Daoud, pour pouvoir clôturer notre table ronde et procéder à la signature des conventions. Et donc, parce que sans le troisième, je connais le troisième, sans nos sponsors, cette table ronde n'aurait pas pu être tenue. Merci. Merci Mustapha, merci beaucoup. Bon, là, comme vient de dire... si je rapproche, ça va être plus assourdissant. Oui. Bien, comme vient de dire, de conclure Sim Mustapha, tout d'abord, effectivement, pour moi, l'IA n'est pas la panacée. C'est un outil, un levier, mais ça me fait rappeler un peu tout à fait au début, quand on s'est mis à l'ordinateur, on pensait que l'ordinateur lui-même faisait tout, sans qu'on lui injecte les données. Et qu'effectivement, vous allez voir sur le site et l'enregistrement, et également les slides et conclusions de cette table ronde. Pour conclure, en ce qui me concerne, je voudrais remercier tout d'abord les intervenants, dont deux sont venus de très loin. L'un de Minnesota, l'autre de Paris, aussi l'âge de cette édition-là. Mais ça n'enlève en rien pour votre mérite et mes remerciements, ainsi que ceux du Club Énergie. Donc, je voudrais donc vous renouveler mes remerciements. Merci, je voudrais donc remercier mes remerciements aux intervenants et mes remerciements... Et au modérateur, non ? Le modérateur, il est membre du club, et puis c'est un devoir pour lui d'avoir... Je voudrais remercier pas uniquement Mekinesh, mais tous ceux qui ont participé. Nasser, Bessoud, Ziada, il y en a. Hein? Il faut les citer. Voilà, bon. C'est les membres du bureau du club. Hein. Et je voudrais également remercier RedMed et la société M. Hadibi. Hadibi. Voilà, Hadibi. Toujours, il est toujours présent. RedMed et Hadibi sont toujours présents, ainsi que le club Bechraoui. Les trois sponsors sont toujours très présents. Dès qu'on en demande, ils roulent d'accord. Ok, on est là. Il faudrait peut-être qu'on diversifie. Je peux témoigner pour ça. Voilà. Abdelmajid Feshker, dès que je l'ai vu, je lui en ai parlé. Il n'a même pas hésité. Gali, donc nous prenons en charge, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Il se porte même, dans certains cas, où les hôtels demandent des garanties, il se porte garant. RedMed se porte garant. Donc c'est un partenaire du club. Non seulement crédible, mais il est bon. Il est vraiment... Maintenant. Bien. Ceci dit, juste après ça, une collation vous attend. Et en ce qui nous concerne, les sponsors, nous signons des conventions pour faire vite. Pour faire vite, on signe des conventions. Et je demande également aux représentants du club de Boumerdes, de tout à l'heure, oui, universitaire, tout à l'heure, quand on aura fini ici, on a des entretiens à discuter entre nous. Hein. D'accord ? Ok. Merci beaucoup. Alors,
à ma collation.